Bonjour et bienvenue sur Parole de Leader. Je suis Hubert Calais-D'Amato et je vous propose aujourd'hui une conversation avec un expert de la communication. Bernard Deljary est délégué général de Capcom, qui est le réseau de la communication publique et territoriale et qui compte aujourd'hui 25 000 membres. Il a été rédacteur en chef de la revue Gestion locale, puis du mensuel Territoire, et directeur de la communication au sein de la Caisse des dépôts, puis du Crédit local de France. Maire adjoint, il a présidé l'ADELS, qui est l'Association pour la démocratie et l'éducation locale et sociale. Ce podcast fait partie d'une série de contenus réalisés à l'occasion de la publication de la 9e édition du Communicator, en partenariat avec les éditions Duno. Aujourd'hui, nous allons parler de la communication publique. Bonjour Bernard. Bonjour Hubert. Alors je voudrais commencer par une question toute simple. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition ? Je ne sais pas s'il y a une définition de la communication publique. En tous les cas, on peut expliquer ce que c'est. Et je crois que le plus important, c'est d'abord, communication publique, c'est le secteur public. Le secteur public, en France, il n'est pas toujours bien connu par tout le monde ce que ça représente. Et c'est quand même un quart des salariés de France, c'est une bonne part de l'activité économique. Donc c'est à la fois, disons, par exemple, la com d'un ministère ou d'une agence publique, je pense par exemple à Santé publique France, mais aussi d'une préfecture. C'est aussi bien évidemment la com de toutes les collectivités locales et de leurs satellites et de leurs intercommunalités. Et puis, c'est la com de tous les organismes publics locaux. Prenons 2 ou 3 exemples, par exemple un hôpital, une université, ça communique. Voilà, tout ça fait le secteur public et donc c'est la communication de cet ensemble du secteur public. Après, c'est une communication qui est quand même très spécifique et qui se différencie fortement de la communication privée pour plein de raisons, mais 2 majeures. La première, d'abord, c'est que c'est une communication régie par des obligations légales. Il y a beaucoup de textes de loi qui encadrent cette communication. Et en sens, c'est une obligation. La loi définit l'obligation aux institutions publiques de communiquer. Et puis la deuxième chose, c'est que, parce que c'est le secteur public, il y a derrière toutes ces communications des élus. Et donc, il y a une obligation de démocratie, d'information pour que ces instances démocratiques fonctionnent. Et ça définit vraiment une spécificité de la communication publique. Et puis, pour rire, je dirais la troisième spécificité, c'est peut-être que les communicants publics ont un réseau professionnel depuis 32 ans qui les structure, qui permet l'échange entre eux, qui a permis pendant cette montée en puissance de la communication publique d'atteindre une certaine reconnaissance. Il y a bien évidemment une trentaine d'années, quand le réseau s'est constitué, la communication publique n'existait pas et même le mot communication publique n'était pas utilisé. Aujourd'hui, voilà, c'est un métier reconnu, c'est une fonction reconnue, etc. Et ce réseau professionnel, qui s'appelle le réseau Capcom, c'est une coopérative qui réunit 25 000 communicants. Il y a à peu près 25 000 communicants publics en France. Alors, quand on dit 25 000, ça peut paraître beaucoup en nombre, mais bien évidemment, il y a 2 millions de fonctionnaires territoriaux. Donc on dit grosso modo que les communicants, c'est 1% de la fonction publique. Voilà, ça fait vraiment des spécificités de la communication publique et aujourd'hui, même dans les formations initiales, il y a des formations initiales à la communication publique parce que voilà, c'est les spécificités de fonctionnement sont reconnues et nécessitent des formations adéquates. Et la communication politique dans tout ça, ça fait partie de la communication publique ou... Alors, vaste débat. Et je pense qu'on jamais on le tranchera entre communication publique et communication politique. Et en fait, c'est des termes qui sont pas utilisés en droit, puisqu'en fait, on différencie la communication publique ou institutionnelle de la communication électorale. Et la communication politique, c'est peut-être un peu justement l'entre-deux moins clair. Mais par contre, la communication électorale, c'est quelque chose de très très défini. Depuis les lois Sapin, il y a une quinzaine d'années, elle est fortement réglementée. Bon, actuellement encore en période de municipale, et on sait qu'en période municipale, s'applique la communication électorale aux candidats et s'applique des restrictions à la communication publique en période électorale. Si on continue à comparer le public et le privé, ou en tout cas à essayer de caractériser le public, est-ce que les parties prenantes sont différentes ? Est-ce qu'un citoyen ou l'usager d'un service public, est-ce qu'il a fondamentalement des attentes très différentes par rapport aux parties prenantes externes d'une entreprise privée ? Je crois que c'est assez différent. D'abord, dans le privé, on cible son consommateur. La spécificité de la communication publique, c'est qu'on doit s'adresser à tout le monde. C'est une nécessité démocratique, donc on ne fait pas le tri.
On a comme cible l'ensemble des citoyens. Mais derrière le mot citoyen, il y a des choses très différentes. On peut être un usager de service public, j'utilise la piscine ou j'utilise un transport en commun, etc. On peut être un habitant, contribuable local, habitant qui vit dans la cité. On peut être simplement un contribuable, vous avez une maison de campagne, vous n'êtes que contribuable d'une commune, vous n'êtes pas l'habitant de la commune. Vous êtes aussi un électeur, et en tant qu'électeur, vous avez des droits à certaines informations. Vous êtes aussi souvent, sans être habitant, sans être usager, vous pouvez être un acteur du territoire. Je pense par exemple à un commerce, une entreprise. Vous êtes sur un territoire donné et donc vous allez être concerné par les politiques publiques. Donc vous attendez là aussi de l'information. Vous pouvez être une association, vous pouvez être un investisseur, puis même vous pouvez être de passage, un touriste. Voilà. Donc c'est cette diversité de cibles et pourtant cette obligation de communiquer à tous qui fait la difficulté de la communication publique. Après, les attentes, je dirais, sont de plusieurs ordres, mais on peut en faire deux grandes catégories. La première, il y a des attentes en matière d'information, mais qui sont assez divers. Bon, on cherche de l'information sur les services publics. Ça peut être le tarif de la piscine, pour reprendre mon exemple. En ce sens, c'est peut-être là où on est le plus proche de la communication privée. On vend, entre guillemets, un service, et on est proche. Et donc, on peut faire du marketing de produits, du positionnement du service public et le vendre. Et là, ce sont les mêmes techniques c'est les mêmes techniques. Ça peut être les mêmes techniques dans l'ambiance, je vous ai décrit, du service public et de la communication publique. Mais on est proche dans les usages. Par contre, on a aussi des citoyens, des habitants, des acteurs d'un territoire qui attendent des informations sur les politiques publiques et sur la vie, la gouvernance de l'institution publique. Et ça, c'est quand même quelque chose, un autre type d'information qui est attendu. Ensuite, on peut avoir aussi des informations sur la vie du territoire. Là, je pense plus aux collectivités locales. En fait, les collectivités locales, ce sont aussi des médias en soi. Ils font vivre le territoire. Ils sont émetteurs de tas d'informations qui ne sont pas des informations sur leurs services, qui ne sont pas des informations sur elles-mêmes, sur leur gouvernance, leur institution, leur politique publique, mais qui sont des informations sur le territoire. Quand vous relayez dans le journal municipal les résultats sportifs de la ville, ou une initiative associative, vous faites de l'information. Et donc, de ce point de vue, le public était en avance sur le privé ? Est-ce que c'est pas plus récent, finalement, dans le privé, que de se considérer, pour une entreprise, comme un média ? Je pense que, parce qu'elles couvrent un territoire, parce qu'elles ont comme mission de l'animer, de le faire vivre, de faire le vivre ensemble, je crois qu'elles sont toujours préoccupées, en fait, dès le départ, de donner l'information qui permet la mobilisation, l'activité, etc., sur le territoire qu'elle gouverne. Et en fait, aujourd'hui, une collectivité locale, je prends l'exemple de Rennes, qui a été lauréat d'un prix Capcom l'année dernière. En fait, c'est pour une stratégie de communication, non pas de la collectivité locale sur ses compétences qu'elle a eu le prix, mais c'est pour la stratégie de communication globale en tant que communication sur le territoire, sur toutes les activités du territoire. Et quand vous rendez compte, par exemple, des activités d'une entreprise sur votre territoire, sur votre site internet, dans votre journal municipal, sur les réseaux sociaux ou autres, eh bien, vous faites de l'information locale. Vous faites plus de l'information institutionnelle. Ce qui peut être confronté, se rapporter, venir me voir en tension avec des supports privés d'information locale, la presse, par exemple la presse quotidienne régionale et autres. Mais aujourd'hui, toutes les études qui sont menées, notamment l'étude que nous menons avec Harris Interactive, apportent la preuve en fait que le premier support d'information sur la vie locale, c'est l'information donnée par les collectivités locales. Bien au-delà de l'information que peut donner la presse locale, numérique ou papier. Alors, on a parlé quelque part de raison d'être de la communication publique, on a parlé des parties prenantes, mais si on parle des outils et des méthodes et de la partie plus technique, entre guillemets, de la communication, en tant que communicants, nous avons tous forcément une compétence plus ou moins vaste, plus ou moins variée, mais en tout cas, on a des compétences également techniques sur les outils digitaux, sur les outils print, sur la presse, sur tout ce qu'on veut. Est-ce que c'est juste une question d'outils, est-ce qu'ils sont toujours les mêmes, ou est-ce que dans le public, il y a quand même une approche différente, une approche spécifique ? Pour comprendre tous les outils, je pense qu'il faut aussi voir une autre fonction de la communication publique, c'est informer, mais c'est aussi faire participer. Parce qu'en fait, la vie démocratique, c'est pas seulement recevoir l'information, c'est faire vivre les structures, d'abord l'institution elle-même, mais toutes les structures autour qui peuvent être mises, qui font participer les citoyens à l'action publique. Et ça, c'est une vraie spécificité de la communication publique, c'est-à-dire qu'elle doit contribuer à faire vivre la participation. Et aujourd'hui, c'est assez essentiel.
et tous les élus le disent, l'information de proximité qu'ils souhaitent, c'est une information qui engage les citoyens à être des acteurs de leur cité, à être des acteurs de la vie démocratique. Ça veut dire qu'on va avoir des outils qui vont servir à ça. Je vais prendre un exemple très concret, les budgets participatifs. Les budgets participatifs, c'est un outil qui va permettre à des citoyens de choisir eux-mêmes des projets qui vont être financés par la collectivité locale. Ça veut dire qu'il faut savoir utiliser l'outil, mettre en place l'outil, le faire vivre, etc. Et derrière, faire décliner la communication, parce que c'est pas spontanément qu'un citoyen va dire « Tiens, tel projet, je vais aller le regarder, je vais aller l'analyser, je vais voter pour lui, je vais regarder qu'il soit bien installé après dans ma commune. » Donc là, il y a toute une partie d'action de communication assez essentielle pour faire vivre cet outil démocratique. Et il y en a plein d'autres, que ce soit les commissions municipales, les réunions publiques, l'accompagnement en concertation de tous les grands projets, etc. Là, il y a une volonté, au-delà de l'information, qui est de faire participer. Alors avec ça, bien évidemment, tous les outils sont utilisés. On pense parfois il peut y avoir des outils qui sont seulement du registre de la communication privée, mais un communicant public, je prends un exemple très simple, peut faire des campagnes de marketing territorial dans le métro londonien pour faire venir les gens en Normandie, pour prendre un exemple concret qui a existé. Donc là, on fait des grandes campagnes de communication pareilles. Mais en même temps, les communicants publics font beaucoup d'événementiels, puis du petit événementiel. Ça peut être de relayer la tenue du conseil municipal jusqu'à participer à un grand festival local et animer aux côtés du festival la tenue de l'événement. Ils font beaucoup d'affichage, ils font beaucoup de print. Donc le magazine municipal dont on parlait tout à l'heure, un support essentiel qui pèse beaucoup dans la presse en France. Ils font du marketing territorial, comme avec toutes les techniques du marketing et du ciblage. Et puis bien évidemment aujourd'hui ils font énormément de numérique. On y reviendra peut-être, mais le numérique, c'est sous tous les aspects, le site, les réseaux sociaux, etc. Donc je crois que vraiment, le communicant public, il a toute la palette des outils de communication à disposition, et vraiment, il les utilise tous, et j'ai pas parlé aussi des relations presse, de la communication interne, enfin voilà, c'est le métier est aussi large que dans d'autres secteurs de la communication. Et puis il y a des moments, des périodes aussi, quand il y a des grandes évolutions dans la structure territoriale française, quand on regroupe des régions, il faut repenser l'identité de marque, la charte graphique, l'identité visuelle, l'identité d'un territoire. Et donc chaque fois, ce sont des campagnes, des énormes vagues de travail pour les communicants publics. Tout à fait. On pourrait croire en fait qu'il y a une certaine stabilité dans le secteur public. On dit... Voilà, il communique pour la ville elle existe depuis le Moyen-Âge, elle change pas, etc. Pas du tout. En fait, et on s'aperçoit que c'est un secteur, autant peut-être que les entreprises privées, qui bougent sans arrêt. Il y a des fusions de communes, il y a des créations des intercos, et ça c'est l'institution elle-même, c'est-à-dire le territoire de l'institution qui change, donc ça veut dire qu'on remet à plat un peu toute la politique d'identité territoriale, de marketing territorial, de charte graphique, de logo, etc. Mais au-delà du territoire lui-même, c'est les compétences qui ont beaucoup bougé. Et quand on acquiert de nouvelles compétences, et on sait que la décentralisation depuis 81 a été en vagues successives de donner des compétences nouvelles aux collectivités, et bien chaque fois, c'est des services publics nouveaux, c'est des cibles nouvelles d'usagers, c'est des communications différentes qu'il faut faire, sans parler de la transformation des outils, mais de la transformation. Il y a deux secteurs où bien évidemment ils sont énormément transformés. C'est celui d'abord de la presse territoriale, ça reste l'outil, même à l'heure du numérique, le journal de la collectivité, ça reste un outil majeur, mais il n'a rien à voir aujourd'hui à ce qu'il était il y a 20 ans ou 30 ans. Il y a 30 ans, on disait que c'est le journal municipal, c'est la voix de son maître ou la voix du maire, mais aujourd'hui c'est des vrais magazines municipaux ou magazines territoriaux qui couvrent l'actualité, qui ont toutes les qualités d'un journal qui pourrait être en kiosque. La seule différence, effectivement, c'est qu'il est gratuit, même si parfois, aujourd'hui, il peut être sur abonnement volontaire ou des choses comme ça. Donc là, il y a une extraordinaire évolution de cette presse-là. L'autre secteur, bien évidemment, c'est le numérique. Et d'une certaine manière, on peut dire aujourd'hui, avec 10 ans de regard sur le numérique dans les collectivités locales, qu'aujourd'hui, elles sont vraiment pas en retard sur le numérique. Dans l'étude que je citais tout à l'heure, menée avec Harris Interactive, qui est un baromètre régulier qui tombe tous les 2 ans, eh bien, on analyse un petit peu à travers quels outils numériques les Français se renseignent sur la vie locale et la vie de leur collectivité. Et autant il y a 5-6 ans, il y avait une diversité d'outils numériques, de sites sur lesquels ils allaient. Aujourd'hui, ils ont compris, ils vont sur le site de leur collectivité, ils trouvent l'information
je dirais, de service public, l'information pratique qu'il recherche, parce qu'il n'y a que la collectivité qui l'a et qui la donne, mais aussi il retrouve, ce que je disais tout à l'heure, toute l'information sur la vie locale, en général, sur le site de la collectivité locale. Puis les collectivités sont aussi très, très actives sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, pratiquement toutes les collectivités y sont dessus. Et puis maintenant Instagram par exemple, et notamment pour tout ce qui est tourisme, etc. Enfin, je veux dire, c'est des outils de promotion, d'identité de territoire, de mobilisation des habitants qui sont assez extraordinaires. Et avec derrière toutes les applications de sondage, de débat qu'il peut y avoir à travers le numérique, quoi. Alors je voudrais insister sur ce point, sur le point de la variété des collectivités, puisqu'on s'attache aux collectivités au sens large du terme, collectivités territoriales, et sans porter de jugement sur le nombre de collectivités qu'on a en France, mais on parle souvent de millefeuilles administratifs. Du coup, sur le terrain, on a quand même de multiples acteurs, on a les régions, les départements, les intercommunalités, on a les villes, on a les conseils régionaux du tourisme, les conseils départementaux du tourisme, et ainsi de suite, il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a des initiatives pour coordonner tout ça, non seulement entre elles, mais aussi vis-à-vis de l'usager? C'est-à-dire que je suis un usager, que je sois habitant ou étranger au territoire, je veux des informations sur une activité culturelle cet été ou sur le tourisme dans tel ou tel endroit. En gros, je peux avoir des informations à plein d'endroits différents. Il y a un aspect diffraction, un risque en tout cas. Et est-ce qu'il est intégré? Est-ce qu'il est pensé par les gens qui pilotent la com des collectivités territoriales? Je dirais qu'il est pensé à tous les niveaux. Il est pensé au niveau de l'État qui a toujours cherché à simplifier ça. Et on l'a vu avec la création des grandes régions ou la création des intercommunalités. Et on le voit aussi à tous les niveaux et au niveau d'un communicant qui monte des réseaux de communicants sur un territoire pour partager les informations, etc. Il reste que si derrière il y a une institution élue, il y a une légitimité et une obligation et une nécessité de communiquer au titre de l'institution élue. Donc, il pourra y avoir un conseil régional et un conseil départemental sur un même territoire, forcément, il y a. Mais il y a deux institutions, et les deux institutions ont le devoir, ont l'obligation de communiquer en tant qu'institution auprès de leurs citoyens. Ce qui ne veut pas dire qu'elles communiquent n'importe comment sans chercher à se coordonner. Alors, où la coordination se passe le mieux, c'est au niveau de la ville et des intercos. Bon, alors on voit aujourd'hui, par exemple, pas mal de services de communication qui sont à la fois services de la ville-centre et services de l'interco. Voilà. Il y a plein d'exemples, Rennes, Nantes, Brest, pour prendre dans un coin de la France, mais ou Strasbourg ou autre, où c'est unifié et tout. Mais il n'y a pas d'obligation de le faire. Je crois que le plus important, c'est aussi l'un des intérêts du réseau des communicants publics de Capcom, c'est de mettre en relation les communicants publics sur un territoire, et on fait beaucoup d'animations de réseaux de communicants au niveau des régions, au niveau des départements, pour qu'ils s'échangent. Mais aussi entre institutions qui n'ont pas forcément vocation à se rapprocher un jour. Je veux dire, quand vous faites de la communication santé, vous travaillez avec l'ARS, donc représentant le ministère dans le territoire, la préfecture qui a certaines compétences aussi, l'hôpital, voire l'université si elle a des enseignements de médecine et autres, et puis la collectivité locale. Donc en fait, même si c'est des institutions différentes et tout, la coordination est nécessaire et les nations resteront séparées bien évidemment. Alors je voudrais revenir sur le sujet de la politique. Par exemple, l'exemple type du magazine. Le magazine s'est professionnalisé. Mais quand on est communicant dans une structure publique, il y a toujours un directeur général des services, mais on sert quelqu'un on sert une politique. On sert quelqu'un qui est à la fois... le maire, par exemple, est élu. Il est également le responsable de la police administrative. C'est quelqu'un qui a à la fois une responsabilité administrative et quelqu'un qui cherche à se faire réélire à l'élection suivante. Et... même si on peut espérer une certaine neutralité, je pense qu'elle est là, mais le Canard enchaîné a son fameux concours Ma binette partout, où on compte le nombre d'occurrences de la photo de l'édile. C'est un peu passé ça, mais bon. Oui, mais bon, c'est une caricature, évidemment, c'est une question un peu provoque, mais est-ce que quelque part là-dessus, il y a une évolution dans la posture des communicants publics? Est-ce que c'est facile de résister sur le terrain quand on est face à des injonctions un petit peu borderline? Alors, d'abord, on parle les communicants publics. Et c'est une diversité de métiers et c'est une diversité de positionnement. Il y a des DIRCOM qui appartiennent à la direction de la collectivité locale, qui croisent le DIRCAB, le DGS et l'élu toutes les semaines, tous les jours, donc avec une proximité avec l'élu qui est très forte.
ne nous cachons pas la vérité, les communicants, les directeurs de communication publique le reconnaissent, leur métier est un métier politique, dans le bon sens du terme. C'est pas un métier électoraliste, ils sont pas là pour faire gagner un candidat. Il y a un directeur de CAP pour ça, mais leur métier est lié à la politique et au projet d'une équipe élue. Donc, c'est un métier politique. Après, il y a aussi des communicants qui ont un métier, qui sont des agents, des contractuels, des fonctionnaires, voire des privés, et qui travaillent pour la collectivité locale. Eux, ils ont une déontologie, comme tout métier, une charte publiée, qu'on appelle la charte de Marseille, qui a été publiée il y a une quinzaine d'années dans le métier, et qui leur sert de référence déontologique, avec toutes les limites que peut avoir une charte et tout, mais aussi avec la force d'un réseau professionnel qui permet à des moments de dire, et c'est arrivé pour certaines actions de certaines municipalités, de dire « ceci, c'est pas notre métier, c'est pas à nous de le faire, on le fera pas ». Travailler comme communicant dans une organisation publique, c'est avoir une carrière à part ? C'est une carrière différente d'abord parce que pour rentrer dans la communication publique, il faut être porteur de certaines valeurs ou de certaines idées qui vont expliquer votre passage dans le public. Vous pouvez faire une école de communication, si vous choisissez le public, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui vous incite à le faire. Et je peux vous garantir que c'est pas le salaire ni la notoriété du communicant public qui va le faire. C'est d'abord votre intérêt pour le service public. Et quand on demande aux communicants publics les raisons de leur engagement, c'est la première chose qu'ils disent. Mon intérêt pour le secteur public, la croyance que j'ai dans la capacité du secteur public de structurer une société. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont encore plus dans l'actualité qu'ils l'étaient il y a quelques années. Après, c'est souvent aussi, en tous les cas pour ceux qui travaillent dans les collectivités locales, un vrai attachement à la vie locale, mais à la vie dans sa diversité, dans ses échanges, dans cette diversité de contacts, etc., et de questions posées, etc. Et puis je dirais aussi, il y a un intérêt pour la vie politique. Si vous vous intéressez pas aux enjeux politiques, aux débats politiques, vous êtes un peu à côté de la vie, de votre institution politique. Voilà. Donc ça, c'est une vraie spécificité. Après, sur les compétences professionnelles, il n'y a pas de spécificité propre. Aujourd'hui, tous les communicants publics sortent de masters de communication. Ils ont fait dans les plus grands, au CELSA ou ailleurs, dans les plus grandes universités. Il y a maintenant, comme je disais tout à l'heure, de plus en plus de formations spécifiques à la communication publique, ou à la communication territoriale, ou à la communication publique et territoriale, ou publique et politique, parce que, on vient de le voir, il y a beaucoup de spécificités à la communication publique qu'on peut aussi apprendre. Après, quelle carrière il mène ? Ne croyons pas qu'un communicant public est attaché à sa collectivité ad vitam aeternam parce qu'il y habite et travaille. Non, ils ont des profils de carrière comme tout communicant ou comme tout salarié. Ils changent de collectivité, ils vont dans une plus grande, ils évoluent avec la seule spécificité, quoique je pense que les DIRCOM des entreprises l'ont aussi, c'est que quand les exécutifs changent, il y a toujours une menace pour le DIRCOM de devoir changer, comme c'est le cas aujourd'hui pour les postes stratégiques dans les collectivités locales. On sait que les DGS, les DGA, vont peut-être bouger quand l'exécutif changera. Le DIRCOM aussi, il bougera, il rebondira ailleurs, ou parfois au sein de la collectivité, mais sur une autre compétence qu'il peut avoir, mais moins proche de l'élu, si c'était nécessaire. Mais voilà, s'ils ont un profil de carrière, et une besoin de carrière qui finalement traduit pas mal de mobilité. En revanche, on voit souvent des mobilités de passer du public au privé, on voit moins de mobilité de passer du privé au public. La raison, c'est pas l'intérêt du travail, c'est plutôt le salaire, parce que c'est des fonctionnaires territoriaux ou des contractuels territoriaux avec des grilles de salaire qui n'ont parfois rien à voir. Et pourtant, leurs responsabilités sont grandes. Un exemple, quand vous êtes à la tête de la communication d'un département ou d'une grande métropole ou d'une région, à la fois vous avez un public qui se compte en millions, ou en milliers pour une grande métropole, vous avez 2, 3, 4, 5 000 agents, et vous avez une équipe d'une trentaine de personnes. Donc ça vaut bien des postes dans le privé à la tête de la communication d'entreprise. Peut-être on peut se demander quelles sont les perspectives aujourd'hui. On dit qu'il y a un monde d'après qui se construit. Oui, y a-t-il un monde d'après pour les communicants publics ? Certainement, je pense que ce qu'on a vécu, mais ces derniers mois avec le confinement, mais je crois plus largement cette période de transition dans laquelle la société est rentrée, redonne un nouveau rôle aux communicants publics parce qu'elle redonne un nouveau rôle
aux services publics, aux politiques publiques. Et on l'a vu dans la période du Covid, où finalement c'est quand même les politiques publiques qui ont sauvé le monde économique. Et ça, c'est quand même quelque chose de tout nouveau. Et ça a redonné un vrai rôle aux services publics et aux politiques publiques, donc aux communicants publics à travers ça. Aussi parce que on leur demande aujourd'hui aux communicants publics de ne pas savoir manier des outils, ou pas seulement manier des outils, mais d'être des stratèges, de réfléchir à ces évolutions sociétales. On leur demande d'être autant sociologues que communicants, je dirais, autant psychologues que communicants. Et ça, c'est aussi une évolution assez intéressante qui ouvre des perspectives qui vont assez transformer le métier. Et puis enfin, moi je crois qu'il y a plein de nouvelles missions qu'on confie aux communicants publics progressivement. Il y a quelques années, disons il y a une grosse dizaine d'années, est né tout d'un coup le marketing territorial. Et c'est une mission qui a été prise en charge par les communicants publics, qui a demandé des outils spécifiques, des cibles spécifiques, des démarches spécifiques. Quand vous allez à l'autre bout du monde, en Chine, valoriser votre collectivité territoriale pour aller chercher des investisseurs, vous faites un métier complètement nouveau. Il y a aussi tout le volet com interne. Aujourd'hui, on s'aperçoit avec les transformations institutionnelles dont on parlait, mais aussi avec les restrictions budgétaires, avec la volonté de gagner en productivité dans les services publics, en dynamisme, de mobiliser les agents. On s'aperçoit que la communication interne est de plus en plus essentielle, fondamentale. On l'a encore vu bien évidemment pendant la période du Covid que l'on vient de vivre. Et voilà, tout un champ qui était un peu minoré à une époque, parce que c'était des fonctionnaires, parce que ça fonctionnait avec des syndicats et des DRH, ça suffisait. Et bien aujourd'hui, on a fait naître dans toutes les collectivités des services de communication interne qui manient tous les outils de communication interne qu'on peut imaginer. Et puis je crois que le dernier champ qui va peut-être bouleverser le métier dans les prochaines années et qui est vraiment lié à la transition socio-écologique qui s'annonce, c'est tout le volet participation, concertation, et même plus largement, avec un mot qu'utilisent les communicants publics, qui est relation citoyenne, la relation aux citoyens dans leur diversité que j'expliquais au début. Et ça, aujourd'hui, c'est un champ nouveau, à travers des outils, à travers des méthodes, mais à travers aussi la volonté que toutes les politiques publiques se construisent avec les habitants, avec les citoyens, dans le cadre de procédures de concertation et de participation qu'il faut savoir gérer, qu'il faut savoir mettre en place et qu'il faut savoir accompagner par la communication. Alors merci Bernard pour cet éclairage sur une sphère de la communication publique, qui reste encore souvent méconnue. Sur ce sujet, je vous renvoie bien évidemment à la toute nouvelle édition du Communicator, qui est parue aux éditions Duno. Je vous signale également l'existence de cap-com.org, le site de la coopérative Capcom, qui met en réseau les professionnels, les élus, les étudiants, et tous ceux qui s'intéressent à la communication des collectivités locales, des administrations et des organismes publics. Je suis Hubert Calais-D'Amato et je vous rappelle que nous sommes sur Parole de Leader, la plateforme média qui permet aux leaders professionnels de prendre la parole sur le terrain du business, de l'économie ou de la société. Et je vous dis à très bientôt sur paroledeleader.com.